Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire, notre conférence en ligne Efficience Santé au Travail, intitulée Entreprise, comment bien organiser ma qualité de vie en télétravail. Alors, pour vous accompagner tout au long de cette conférence, différents intervenants que vous voyez à l'image sont présents. Alors, Philippe Samar, donc je me présente, ergonome, responsable du service pôle prévention chez Efficience, et accompagné aujourd'hui de Viviane Laurent, infirmière en santé-travail, et de 4 ergonomes, Christelle Collinet-Grossin, Sarah Collot, Julia Olivier et Aurélie Raimondo. Alors, afin de rendre ce webinaire interactif et surtout de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser, alors même avant même de venir au webinaire ou durant la projection, nous vous proposons un module de questions-réponses qui est intégré à Zoom. L'idée, c'est simplement de cliquer sur la petite icône ici, Q&R. Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez taper votre question et cliquer sur « Envoyer » de manière à ce que tous les intervenants que j'ai cités juste avant puissent vous répondre en direct. Donc, je précise, ces questions sont posées à l'écrit et bien entendu, les réponses vous seront apportées à l'écrit durant toute la durée de la projection. Alors, comment vous y retrouver au niveau des questions? Vous allez trouver un petit lien bleu, mes questions. En cliquant sur ce lien, vous allez voir apparaître tout simplement vos questions posées et les réponses qui auront été apportées à ces dernières. Afin que le déroulé de ce webinaire soit le plus fluide possible, je vous invite à cliquer également sur toutes les questions. En cliquant sur ce petit lien, vous allez découvrir toutes les questions que se posent les autres personnes qui sont finalement avec nous aujourd'hui sur cette conférence. De cette manière, si une question vous intéresse ou si vous vous posez la même, je vous invite à cliquer simplement sur le petit pouce orange qui permettra de hiérarchiser la question et de la faire remonter dans l'ordre de priorité de réponse. Donc, attention, soyez bien attentifs aux réponses qui vous seront apportées car elles ne vous seront pas communiquées suite à ce webinaire. Donc, prenez des notes ou retenez. Nous vous proposons aujourd'hui, de manière à être toujours un peu plus dans l'interaction, tout à la fin de cette projection, de répondre à vos questions en direct et à l'écran, donc avec les différentes personnes que j'ai nommées juste avant. Et donc, le système sera exactement le même. Vous procéderez avec le Q&R, vous tapez votre question, vous nous l'envoyez, et l'idée, c'est de répondre de manière un peu plus interactive à l'oral de vive voix. Donc, n'hésitez pas. Au niveau du contenu de cette conférence, alors tout d'abord, nous allons revenir sur le contexte sanitaire et le contexte du télétravail. Ensuite, nous continuerons avec l'installation au poste, une question qui revient très souvent. Ensuite, prévenir la fatigue visuelle, puis organiser le travail individuel et collectif, prévenir la sédentarité, bien dormir, et en guise de conclusion, nous ferons cette petite étape d'échange collectivement si vous avez des questions. Pour répondre d'emblée aux questions qui se posent le plus souvent, le support vous sera intégralement remis à l'issue de cette présentation. Je rappelle que les réponses apportées aux questions, elles ne sont pas transmises. Et si jamais, suite à ce webinaire, vous avez des questions un peu plus détaillées, précises, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail et de consulter notre site internet efficience-santéautravail.com. Pour démarrer cette présentation, nous allons reprendre quelques éléments du contexte au sujet du télétravail. Tout d'abord, la définition. Ce qu'il faut retenir par rapport à la définition, c'est que dans le cas du télétravail, le lieu d'exercice est différent de celui dont on a l'habitude et il s'effectue au moyen de technologies et d'informations de communication qui sont mis à notre disposition pour pouvoir le mettre en œuvre. Généralement, ce télétravail, il est mis en place dans le cadre d'un accord ou encore d'une charte qui a pu être négociée avec les représentants du personnel. Par rapport au contexte sanitaire, vous avez quelques données chiffrées sur la diapositive. La donnée qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, et elle donne une photographie de la population active au moment du confinement, c'est qu'aujourd'hui,
au moment du confinement, sur les 27 millions de personnes actives en France, c'est presque 8 millions de salariés qui se sont retrouvés en télétravail, qu'il soit total ou partiel. Sur ces 8 millions de salariés, environ 4 salariés sur 10 étaient des nouveaux télétravailleurs. Donc, cette donnée rejoint le point suivant qui met en évidence que ce télétravail que nous avons connu depuis l'annonce du confinement a été soudain, imposé pour pouvoir poursuivre l'activité de notre entreprise. Il s'est réalisé à temps plein, alors qu'habituellement, le télétravail est ponctué de moments de retour au sein de son entreprise. Il s'est effectué exclusivement à domicile, sans possibilité d'avoir accès à d'autres espaces de travail autres tels que le coworking. Et critère très particulier de ce télétravail que nous avons connu, c'est qu'il était réalisé avec un environnement familial à gérer, que ce soit un autre conjoint lui-même en télétravail, des enfants dont la poursuite de scolarité était à réaliser, ou encore des personnes malades dont il fallait s'occuper. Donc, c'était un contexte bien particulier de ce télétravail que nous avons pu connaître. Alors, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, qu'ils soient à domicile ou dans l'entreprise. Toutefois, le télétravailleur doit concevoir et configurer lui-même son poste de travail selon les possibilités qui sont permises par son lieu d'habitation. Les conseils en matière d'installation du poste restent identiques, quel que soit finalement l'endroit où on travaille, mais un écart est possible entre les recommandations et les possibilités réelles. D'autant plus que contextuellement, nous le rappelons, ce télétravail n'a pas pu être préparé, il a été soudain et imposé. Notre objectif aujourd'hui est donc de vous transmettre les informations nécessaires à votre bonne installation, quelle que soit votre configuration ou le matériel utilisé. Alors, pour commencer, nous allons vous faire passer un petit sondage qui va nous permettre de mieux connaître votre installation et de pouvoir mieux répondre à vos potentiels besoins. Donc, je vous propose d'y répondre. Les questions s'affichent à l'écran. La première question va nous permettre de savoir si vous travaillez plutôt en position assise, en position debout, et la deuxième, de savoir le matériel que vous utilisez du coup lorsque vous êtes en télétravail. Alors, des tendances se dégagent. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la très grande majorité des personnes travaillent donc assises sur une chaise et utilisent un ordinateur portable avec une souris déportée. Donc, nous allons pouvoir développer ces points très rapidement dans les prochaines diapos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous les poser via le Q&R, la rubrique Q&R, ou à la fin, on essaiera de vous apporter des éléments de réponse. Alors, on va parler de l'environnement de travail, puisqu'il y a différents paramètres à prendre en considération pour que l'installation soit la plus idéale possible. Alors, bien sûr, il s'agit d'un idéal. On a bien conscience que ça peut être difficile à obtenir, surtout dans une région comme la nôtre. Mais la première chose, c'est de choisir et de trouver un ou plusieurs espaces à la maison qui vous serviront de poste de travail. On entend par poste de travail le lieu où vous allez pouvoir vous installer pour travailler. Il faudrait que ce soit, si possible, un espace au calme. Si vous devez vous concentrer ou passer des appels, ce sera plus agréable. Dans cette même logique, limiter les sources sonores à proximité, machine à laver, télévision, c'est toujours plus appréciable. Choisissez une pièce qui soit bien éclairée, avec, si possible, une vue sur l'extérieur. Alors déjà parce qu'il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle, mais aussi parce que ça vous permettra de regarder au loin de temps en temps et de pouvoir accommoder au niveau de vos yeux, et donc de limiter le risque de fatigue visuelle. Il faut aussi reconnaître que c'est bien plus agréable de regarder à l'extérieur que d'être plutôt dans une pièce à l'aveugle. La pièce devra aussi également être correctement tempérée. C'est important qu'il ne fasse pas trop froid, car nous savons que lorsque nous sommes inactifs, notre corps a tendance à se refroidir.
Donc, en tout cas, l'idéal, mais vraiment l'idéal, c'est de pouvoir différencier l'espace de travail et l'espace de vie, notamment pour faciliter la déconnexion. Alors, dans l'idéal aussi, hein, pour éviter les reflets sur votre écran ou les éblouissements, il faudrait que votre plan de travail soit plutôt perpendiculaire par rapport aux fenêtres. Si ce n'est pas possible, essayez de moduler l'arrivée de la lumière naturelle avec des stores ou des rideaux. Et il faudrait aussi également éviter d'avoir son écran contre un mur, hein, toujours selon cette logique d'accommodation visuelle. Une des questions qu'on peut se poser aussi, elle concerne le type de plan de travail que l'on va choisir. Alors, nous, ce qu'on vous conseille tout simplement, c'est de travailler soit sur un bureau, soit sur une table, mais en tout cas d'éviter les arrondis, puisque du coup, la présence d'arrondis peut générer un déséquilibre au niveau de la posture. Et nous, ce qu'on va rechercher à obtenir, ce serait d'avoir les deux bras maintenus de la même façon. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quelle dimension doit avoir mon plan de travail? Alors, au niveau de la hauteur, ça va déjà dépendre bien sûr de votre morphologie. Il est évident qu'une personne qui fait 1,60 m n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui fait 1,90 m. Il faut en tout cas que vous ayez la possibilité d'avoir les bras relâchés à 90 degrés sur votre plan de travail et d'avoir les pieds posés à plat au sol. Enfin, en tout cas, d'avoir les pieds posés à plat. La hauteur idéale va aussi dépendre de la hauteur de votre assise si vous travaillez assis. Il est vraiment nécessaire du coup de trouver la bonne combinaison entre la hauteur de la table et celle de l'assise. Pour ce qui est de la profondeur et de la longueur, nous, ce qu'on recommande, c'est respectivement 80 cm et 120 cm minimum. Ça permet d'avoir un recul suffisant pour positionner son écran et de la place pour mettre ses documents papier, notamment lorsqu'on a des annotations à faire. Privilégiez aussi les surfaces plutôt mates pour éviter les reflets au niveau au niveau des yeux et le risque de fatigue visuelle. Et si par exemple vous travaillez sur une table en verre parce que vous n'avez pas le choix, installer une nappe, ça permettra de retirer ces reflets. Une autre question que l'on se pose, c'est le siège. Alors, on l'a dit juste avant, hein, mais il faut pouvoir obtenir un angle de 90 degrés au niveau des avant-bras par rapport au plan de travail tout en ayant les épaules relâchées. Alors, comme on peut le voir sur l'image, l'idée, c'est, alors quand on parle d'épaules relâchées, il ne faut pas qu'elles soient tombantes, mais il ne faut pas non plus qu'elles soient trop relevées. Et au niveau de l'assise, il faut aussi que vous puissiez avoir un angle de 90 degrés derrière les genoux, ou en tout cas de s'y rapprocher. Les réglages, dans l'idéal, ça serait d'avoir une hauteur d'assise réglable sur des roulettes, un dossier réglable en hauteur et en inclinaison, et des accoudoirs qui soient réglables en hauteur. Alors souvent, les accoudoirs sont fixes et en général, ils ne sont pas du tout adaptés puisqu'ils sont trop bas, et donc en général, les personnes ne les utilisent pas. Alors vous êtes dans une autre configuration, hein, puisque la plupart, vous travaillez sur une chaise. L'idée, c'est donc de pouvoir, d'avoir au moins un dossier et d'avoir une assise qui soit suffisamment confortable pour y travailler plusieurs heures, même si, bien évidemment, on recommande aussi de faire des pauses en général toutes les 2 heures. Évitez aussi les assises atypiques. Alors, on entend par assise atypique tout ce qui est marchepied, tabouret, etc. Puisque du coup, en général, on ne parvient pas à trouver le fameux compromis entre la hauteur de l'assise et la hauteur du plan de travail. Et du coup, ça risque de générer d'autres contraintes posturales et potentiellement des douleurs. Alors, nous avons quelques astuces à vous donner, à vous transmettre. Si vous n'avez pas d'accoudoir, alors en général, les chaises de salle à manger ou les chaises classiques n'ont pas d'accoudoir. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de reposer environ la moitié des avant-bras sur votre plan de travail pour maintenir un équilibre au niveau des bras. Trouver la bonne association, donc chaise-table, ça on le répète, hein, mais du coup c'est vraiment important pour avoir les bras relâchés à 90 degrés. Mettre un coussin dans son dos pour un soutien au niveau des lombaires si c'est nécessaire. Si jamais vos pieds ne touchent pas le sol, bricolez un repose-pied. Alors, tout peut être utilisé. Hein, ça peut être des livres, ça peut être des cartons remplis, une caisse en bois. Enfin, ça peut être vraiment… L'essentiel, c'est que vous ayez vraiment les pieds qui touchent le sol et que vos jambes forment un angle de 90 degrés derrière les genoux.
On sait que lorsque nos pieds ne touchent pas le sol, on a tendance soit à positionner ses pieds sur le pied de la chaise, s'il y en a un, ou alors, et donc du coup on va basculer naturellement vers l'avant, ou alors on va aller s'asseoir sur le bord de l'assise, et là du coup le dos n'est plus du tout maintenu et on peut ressentir une gêne, voire des douleurs au niveau du dos. Et puis, si jamais votre habitation vous le permet, n'hésitez pas à travailler debout. Hein. Vous pourriez très bien utiliser un meuble haut, un plan de travail, par exemple dans une cuisine ou autre. Et l'alternance des postures de travail peut être intéressante. Dans ce cas-là, lorsque vous êtes en position debout, le critère aussi, c'est toujours d'avoir cet angle de 90 degrés au niveau des bras pour limiter les sollicitations au niveau des membres supérieurs. Alors, si vous n'avez pas le choix de travailler sur le canapé, hein, souvent quand on est en télétravail, on est un peu tenté de travailler sur son canapé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, votre dos doit être bien soutenu. Il faudra donc certainement positionner un coussin entre le canapé et votre dos. Et il faudra aussi avoir les avant-bras à la même hauteur pour éviter tout déséquilibre ou posture penchée sur le côté. Vos bras doivent toujours former un angle droit et si ce n'est pas le cas, vous pourrez mettre un coussin sous vos bras pour les soutenir. Il faut que vous ayez les pieds posés à plat sur le sol. Ça ne change pas puisque du coup, votre position risque de devenir très inconfortable et elle pourrait provoquer des douleurs. Et évitez d'avoir la position tête penchée vers l'avant qui pourrait provoquer aussi des douleurs au niveau du cou. Ça, c'est le grand problème de l'ordinateur portable. Et du coup, si jamais vous n'avez pas le choix, ce qu'il faudrait prévoir, c'est quelque chose pour rehausser un petit peu l'écran pour limiter les postures tête penchée vers l'avant. Et bien évidemment, multiplier les pauses et les étirements dans tous les cas. D'ailleurs, un peu plus tard, nous allons vous présenter quelques étirements, quelques exemples d'étirements. N'hésitez pas à les reproduire chez vous. Ça ne pourra que faire du bien. Alors, une fois qu'on a parlé de l'assise, on va chercher à installer les autres éléments sur le bureau ou sur votre table en fonction de ce que vous avez pu du coup choisir ou avoir. On va commencer par parler de l'écran, alors qui est très souvent en télétravail, l'écran de l'ordinateur portable, c'est ce qu'on a vu là avec le sondage, puisque l'ordinateur portable, il a le bénéfice d'être transportable facilement. Mais on va aussi parler dans des cas où on a un écran avec une unité centrale, puisque là aussi, il y a des personnes qui sont concernées. En fait, on verra, les recommandations, elles sont identiques dans les deux cas. La difficulté quand on utilise un ordinateur portable, c'est que tel quel, rien n'est réglable. Donc, son utilisation de manière prolongée, et c'est bien là en ce moment, on est de manière prolongée en télétravail, va générer des postures contraignantes. Alors, à la fois pour le dos, pour le cou, parce qu'on voit là sur les petites illustrations, on va avoir tendance à se pencher vers l'ordinateur et du coup, ça va solliciter beaucoup ces articulations. Ça peut se générer, ça peut se percevoir par des douleurs ou en tout cas de l'inconfort qui va s'installer. Avec juste l'ordinateur portable, il est difficile de trouver un compromis satisfaisant au niveau de la hauteur de l'écran, de la distance de l'écran. En fait, pour vous donner un exemple, soit du coup on a un clavier qui est positionné proche de soi, mais on aura un écran trop bas et trop près. Donc avec des problématiques de sollicitation des cervicales et de fatigue visuelle, ou alors si on le recule, on va avoir les bras qui vont devoir se rapprocher du clavier pour pouvoir l'utiliser. Donc en tout cas, le compromis n'est pas satisfaisant. Donc pour éviter ça, nos recommandations vont consister à alors déjà placer l'ordinateur ou l'écran face à soi. Dans le cas où on a un seul écran, on parlera après des doubles écrans. Donc, face à soi, ensuite, que le bord supérieur de l'écran, donc tout en haut, arrive au niveau de la ligne de vision. Ça permet également de limiter les contraintes au niveau des cervicales. Et donc, pour un ordinateur portable, vous allez me dire, mais oui, mais moi, ce n'est pas possible. Si jamais je le rehausse, je fais comment avec mon clavier et ma souris si jamais je n'ai pas de clavier et souris déportés? J'ai déjà donné une partie de réponse en disant ce que j'ai dit, mais l'idée, c'est qu'en effet, on va être obligé, en tout cas, c'est quand même la solution qui sera assez à privilégier, de disposer d'un clavier et d'une souris additionnelle
pour que, en fait, on puisse vraiment rehausser l'écran, qu'on est à la bonne hauteur, à la bonne distance, donc la distance, on va en parler après, et d'avoir les membres supérieurs qui seront pas sursollicités par cette disposition. Au niveau de la hauteur, je précise juste que si vous avez des verres progressifs, ça ne sera pas forcément juste la même hauteur que la ligne de vision, puisque quand vous avez vos verres progressifs, la vision de près est plutôt sur le bas des verres. Donc en fait, on va sûrement baisser davantage l'écran. C'est à vous de repérer à quel moment vous voyez correctement la vision de près, tout en évitant de solliciter vos cervicales en étant par exemple comme ça et en regardant vers le bas. Donc ça, c'est à vous, vu que chaque verre est un peu différent, à vous de sentir. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir la tête la plus droite possible. Au niveau après de la distance œil-écran, ce qui est recommandé, c'est qu'une fois qu'on est assis sur la chaise, donc rapproché de votre table, vous allez chercher à avoir votre écran à peu près 50-70 cm de votre vision, ce qui correspond à peu près à la longueur d'un bras. J'essaie de le faire, voilà, la longueur du bras, ça fait bizarre avec la webcam. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le bout des doigts qui frôlent votre écran. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est que sûrement votre écran est trop loin et peut-être que vous aurez vous vous retrouverez souvent dans des positions où vous allez vous rapprocher de l'écran et finalement, au niveau des cervicales, ça va beaucoup plus travailler. Donc, voilà pour la distance. Et si vous avez un écran en fait tout seul, c'est les mêmes recommandations. Alors, si jamais vous travaillez sur l'ordinateur portable, mais vous n'avez pas la possibilité de le rehausser parce que pas possibilité d'avoir clavier-souris, ou en tout cas pas pour le moment, là, il faudra faire encore plus de pauses, enfin en tout cas des pauses actives, des pauses pour le corps, donc de se lever vraiment très régulièrement et faire des étirements, on en parlera un petit peu après. L'idée en tout cas, c'est que c'est les mêmes recommandations que habituellement et qu'on essaie de transposer au mieux chez soi. Ensuite, au niveau des doubles écrans, donc si jamais vous avez que ce soit ordinateur portable et écran additionnel ou même deux écrans côte à côte, on va se poser la question de savoir si on en utilise un plus que l'autre. Si jamais vous utilisez les deux autant, on va les placer comme donc le premier dessin en haut qu'on voit en livre ouvert face à soi pour répartir équitablement la charge au niveau des cervicales. On va regarder autant à gauche et à droite. On placera les deux écrans à la même hauteur et bien du coup en disposition livre ouvert. Si par contre, il y en a un vraiment que vous utilisez en majorité, c'est-à-dire 80% du temps, c'est votre écran principal. Donc celui-là, on va choisir de le mettre bien en face de soi et on déportera l'autre soit à gauche, soit à droite. Ça, c'est comme cela est possible sur votre plan de travail. Et là aussi, on cherchera, même si c'est l'ordinateur portable, du coup on le rehaussera, mais il faudra absolument avoir les deux écrans à la même hauteur. Il faudra être aussi vigilant de moduler les contrastes et luminosité, donc avoir à peu près les mêmes paramètres. Là, c'est par rapport à la fatigue visuelle pour éviter d'être vraiment fatigué de passer d'un écran à l'autre avec une luminosité très différente ou des contrastes très différents. Donc voilà pour les doubles écrans. Ensuite, au niveau des périphériques, donc ça c'est si jamais vous avez la possibilité d'en avoir et vous pouvez peut-être aussi faire remonter ces besoins actuellement si le télétravail perdure puisqu'il y a le contexte qui évolue, mais en tout cas si jamais vous avez encore du télétravail quelques jours par semaine et que vous allez au bureau de temps en temps, repartez avec votre clavier et votre souris. En tout cas, ça permettra vraiment d'améliorer votre installation. Le clavier, vous allez le placer devant vous à 10-15 cm du bord du plan de travail. À plat, on évite de mettre les taquets puisque en fait, on va se retrouver à travailler avec les poignets qui vont être très très sollicités alors qu'on cherche à avoir un avant-bras le plus neutre possible. Et puis, au niveau de la souris, on va la placer dans le prolongement du clavier. En tout cas le plus proche possible du clavier, alors que ce soit à droite ou à gauche du clavier si on est gaucher ou droitier, mais on va éviter de la placer vraiment sur le côté et d'avoir le bras qui part vraiment très loin, et donc là ça va solliciter beaucoup les épaules. Ensuite, si jamais vous êtes pas mal en conversation téléphonique ou si vous avez des réunions qui durent, vous l'avez peut-être déjà fait, mais c'est vrai que ce qui va être
fortement recommandé, c'est d'avoir un casque ou au moins des écouteurs pour avoir les mains libres si jamais il faut prendre des notes, si jamais vous devez taper en même temps sur le clavier, pour éviter cette position-là où on met le combiné. Et en fait, là, c'est vraiment pas très bon pour à la fois l'épaule, le cou, et surtout si c'est des communications qui durent dans le temps. On peut profiter aussi des appels téléphoniques pour se déplacer, si jamais on n'a pas de prise de notes à faire en même temps, puisque comme on en parlera, on est en sédentaire, on ne bouge pas, en tout cas beaucoup moins quand on est chez soi, bah, on peut en profiter pour se lever, se déplacer et du coup recréer un peu du mouvement. Donc, si on résume les différents éléments qu'on a évoqués, qu'on voit la petite illustration de chez soi, parce que ce n'est pas du tout la même illustration qu'on peut avoir quand on est au bureau, qu'on a un siège de travail, un plan de travail un peu plus officiel. Mais on va chercher du coup l'assise la plus confortable possible, des bras qui font un angle de 90 degrés, des pieds qui touchent le sol ou qui sont posés sur un repose-pied qu'on a bricolé, un écran qui est à la bonne distance et à la bonne hauteur. Donc là, on voit l'exemple d'un ordinateur portable qui a été rehaussé avec des livres, et un clavier et une souris pour limiter les sollicitations au niveau des membres supérieurs. Alors, maintenant, on va parler de la fatigue visuelle. On sait que travailler sur écran sollicite les yeux et que certains aspects de l'environnement de travail peuvent générer de la fatigue visuelle. Vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que c'est cette fatigue visuelle? Eh bien, en fait, c'est tous les symptômes que vous avez peut-être déjà ressentis, qui vont être les picotements, les yeux secs, d'avoir des maux de tête en fin de journée. Et ça peut être lié à soit le travail sur écran, soit des éléments de l'environnement de travail. Je vous rassure, c'est tout ce qui est fatigue visuelle, les symptômes disparaissent avec du repos. Si jamais vous avez des problèmes au niveau des yeux qui se révèlent, c'est plutôt peut-être qu'il y avait un problème préexistant et que le fait de beaucoup utiliser ses yeux a fait émerger. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de votre ophtalmo pour faire un bilan. Mais en tout cas, nous, pour la fatigue visuelle, c'est vraiment des symptômes qui disparaissent avec le repos. Nos conseils pour la limiter, ça va être donc de veiller à ce que l'éclairage de la pièce soit uniforme et homogène. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir le moins de contraste possible dans tout ce qu'on a à voir. Et par exemple, si on est dans une pièce qui est beaucoup trop sombre, on a peu de lumière naturelle, on n'a pas mis de lumière artificielle, on est dans l'obscurité, là je grossis le trait, et on a quand même un écran qui va être lumineux, ça va être très fatigant pour les yeux de passer de l'un à l'autre, alors que si jamais tout est homogène, ça va quand même préserver vos yeux. L'autre aspect, ça va être d'éviter d'avoir les sources de lumière qui viennent faire des reflets sur l'écran. Donc, que ce soit la lumière naturelle, donc vis-à-vis de la fenêtre, ou que ce soit la lumière artificielle avec vos lumières, vos plafonniers, vos lumières de bureau. Donc, l'idée, c'est qu'on va le placer de sorte à ce que ça ne fasse pas de reflet et que ça ne nous éblouisse pas. Mais si jamais ce n'est pas possible, on utilisera les stores et les rideaux. Alors, par exemple, il y a des moments aussi dans la journée où vraiment la luminosité est beaucoup plus importante, en début d'après-midi, par exemple. Donc, il y a aussi dans la journée peut-être des phases où vous aurez plus ou moins… en tout cas, il y aura des choses à faire évoluer dans la journée. On en a parlé rapidement dans le cas des deux écrans, mais même quand on a un seul écran, l'idée, c'est de régler aussi la luminosité et le contraste pour les adapter à la lumière ambiante. Pour que ça soit cohérent, en tout cas pour vos yeux. Vous pouvez aussi régulièrement nettoyer votre écran ou vos écrans, puisque si jamais il y a de la poussière, en fait, s'il y a des aspérités, ça va pouvoir gêner le confort visuel. Ce que vous pouvez faire, en tout cas en termes de prévention aussi, ça va être de quitter régulièrement l'écran des yeux pour regarder au-delà de 6 mètres. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les yeux sont vraiment au travail quand on regarde à moins de 6 mètres. Donc, on imagine bien que quand on est en train de travailler, qu'on est sur l'écran ou sur nos documents papier, on est tout le temps en train de faire travailler nos yeux. Donc, d'avoir des pauses, peut-être toutes les 30 minutes, 1 heure, vous regardez pendant 5 secondes, 10 secondes au loin, ça va mettre vos yeux au repos. Vous pouvez, alors on conseille aussi de prévoir une activité sans écran à la fin de la journée pour aussi couper, parce que sinon ça fait une journée longue pour vos yeux avec l'apport de l'écran.
Et on va vous donner aussi quelques petits exercices pour limiter la fatigue visuelle. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, on voit là sur les petites illustrations, on va pouvoir regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, faire des cercles également. On peut aussi donc se faire des pauses visuelles, se couper un peu de la lumière et donc mettre vraiment au repos vos yeux. Donc ça, tout au long de votre journée, vous pouvez agrémenter vos pauses visuelles, agrémenter votre journée avec des pauses visuelles. Alors du coup, on va enchaîner avec l'organisation du travail, que ce soit individuel ou collectif. Et du coup, on va commencer par parler de la sphère privée. Alors il y a plusieurs enjeux quand on parle de la sphère privée. Le premier, c'est ce fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est vrai que quand on en parle, on a un peu l'impression que on peut facilement passer de l'un à l'autre, jongler de manière assez équitable. On a une vision assez comptable en fait. Alors qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'un déséquilibre, voire de plusieurs équilibres à trouver? Il n'y a pas de recette miracle en réalité, et c'est un cheminement plutôt personnel, voire familial, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ajustements constants qui sont à trouver en fonction de votre propre situation. Et voilà, en fait, c'est vraiment une réflexion à avoir par rapport à votre situation à vous. Alors, il y a eu plusieurs impacts de la crise sur les actifs. Le premier, c'est cette multiplicité de rôles à endosser pour les actifs sur une journée de travail. En effet, il a fallu jongler entre son rôle professionnel, son rôle peut-être de parent et peut-être aussi d'enseignant. Et puis pour d'autres, ils ont pu cumuler ou alors avoir ce rôle de soignant, d'aidant auprès de proches vulnérables. Ensuite, on a fait face à la disparition des frontières physiques entre le travail et notre vie personnelle, notre domicile. Effectivement, tout s'est retrouvé dans le même espace-temps finalement et il a fallu composer avec ça. Et puis, au-delà de ces deux aspects, il y a aussi ce cloisonnement fort qu'il y a eu entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui est moins vrai aujourd'hui, mais pendant une période, en tout cas, on a dû faire face à l'absence, en fait, de ressources extérieures possibles, que ce soit des proches, que ce soit l'école, les gardes d'enfants, etc., ou des soignants, peut-être des aidants, en tous les cas, qui pouvaient se déplacer au domicile de proches vulnérables. Et du coup, voilà, on a fait face, en tout cas, à tout ça au même moment. C'est moins vrai aujourd'hui, mais ça reste quand même vrai d'un certain point de vue, en tout cas dans certaines situations. Ensuite, un deuxième enjeu, c'est ces challenges en fait qu'il y a pour les actifs en ce moment. Alors le premier, c'est prendre soin de soi. Alors à plusieurs niveaux, prendre soin de soi d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, mais aussi d'un point de vue émotionnel. En fait, l'idée ici, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je vais bien de ces trois points de vue-là et de prendre le temps de répondre en fait à ces questions de manière à ne pas attendre en fait d'être dans le rouge pour pouvoir recharger ses batteries. L'idée, ce serait peut-être de pouvoir lister du coup toutes les petites choses qui nous font plaisir et dans lesquelles on va pouvoir se retrouver, se ressourcer. Par exemple, on aime lire, savoir que voilà, la lecture sera un moment particulièrement ressourçant pour nous, ou alors écouter de la musique. Enfin voilà, avoir cette petite liste, cette petite trousse de secours de ce qui nous fait du bien. Ensuite, il va falloir, on doit aussi prendre le temps d'organiser son travail et tout à l'heure, on va en parler un peu plus spécifiquement, mais c'est vrai que le fait de planifier son travail, mais aussi celui des autres, en fait, celui de la famille, celui des proches, des enfants, etc., peut sembler opportun de manière à ce que tout le monde ait un visu, en fait, finalement, sur ce qui se passe dans la journée ou dans la semaine, de pouvoir partager, du coup, ces temps-là ensemble et de pouvoir aussi peut-être communiquer sur nos plages de disponibilité, peut-être aussi repérer les moments propices, la sieste d'un petit par exemple qui nous permettrait d'être plus actifs à certains moments. Voilà, c'est de repérer en fait tous ces moments-là. Ensuite, pour s'organiser, ce que vous pouvez faire aussi, parce que parfois on a l'impression que tout est important, tout est urgent et du coup on ne sait plus faire le tri dans tout ce qu'on a à faire, c'est peut-être noter les choses en fait.
imaginer une petite matrice urgent-important et pouvoir prioriser, redéfinir, identifier du coup nos priorités. Donc, ça peut être savoir qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux ne pas faire, déléguer à une autre personne, qu'est-ce que je dois absolument faire. Je n'ai pas le choix, il va falloir le faire et du coup définir l'urgence de ça. Qu'est-ce que je peux planifier du coup? Peut-être qu'il y a des choses que je dois faire, mais pas forcément tout de suite et du coup le reporter à plus tard. Ou encore, qu'est-ce que je peux carrément éliminer? C'est vrai qu'il y a des fois, quand on ne voit plus très clair dans ses priorités, tout est urgent et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des choses, finalement, ce n'est pas si urgent que ça, je peux peut-être l'éliminer complètement de ma liste. Donc voilà, l'idée, c'est de regarder... De faire cette petite matrice et de pouvoir identifier plus précisément les urgences et ce qu'on a vraiment à faire nous. Ensuite, il y a le respect du biorhythme. Je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus parce que ce sera repris un peu plus tard, mais voilà, c'est de se connaître et de savoir, voilà, on est peut-être plus actif le matin ou peut-être un peu plus en fin d'après-midi, reconnaître ça et pouvoir l'identifier et le communiquer. Faire de vraies pauses, ça aussi c'est un enjeu parce que quand on est pris dans tous ces rôles qu'on a endossés dans la journée, en fait on ne fait plus le distinguo et on a tendance à se dire, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, aider les devoirs pour le petit dernier, finalement ça me fait une coupure. Ok, ça fait une coupure dans le travail, par contre c'est pas une vraie pause. Étendre le linge ou faire le repassage, alors à moins que ce soit des activités qui vous détendent particulièrement, mais si c'est pas le cas, c'est pas une vraie pause. Donc c'est d'aller repiocher en fait dans cette petite liste, dans votre petite trousse de secours à vous, les activités qui vous permettront de faire une vraie pause et du coup de vous déconnecter. Alors ensuite, donc organiser sa journée. Alors l'idée, excusez-moi. L'idée, c'est de garder un rythme régulier, quel que soit le type de journée que vous avez. Donc là, vous voyez sur le côté droit de l'écran, vous avez plusieurs types de journées en fonction de votre profil. Quel que soit votre profil, l'idée, c'est de garder une régularité pour se rapprocher le plus possible d'une journée de travail normale, en fait. Donc, s'habiller, par exemple, ça peut paraître anodin, effectivement, mais d'une part, ça vous permettra de vous rendre, entre guillemets, au travail. On s'y rend rarement en pyjama, donc l'idée, c'est d'y aller habillé. Et puis, si vous avez un rendez-vous, une visio un peu imprévue, au moins, vous êtes prêts et c'est toujours apprécié. Et puis, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, faire des pauses, se déconnecter, en particulier le midi, là aussi. La pause est plus longue que notre petite pause de la journée. Donc, l'idée, c'est vraiment, si possible, de se déconnecter complètement en refermant l'ordinateur portable, en mettant au moins sur silencieux son téléphone portable et voilà, en faisant une vraie pause. Ensuite, il faut retenir aussi ces plages de disponibilité dont on a parlé tout à l'heure. Cette planification, la priorisation des tâches, etc. Tout ça, c'est à voir effectivement avec le responsable et aussi communiquer du coup avec son responsable, son manager, ses collègues et si possible, si c'est possible pour vous, c'est plutôt intéressant de pouvoir communiquer son statut avec voilà, cette petite information, présent, absent, occupé, en réunion et tout ce qu'on peut trouver d'autre. Au moins comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'idée de bouger, de s'étirer régulièrement. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce sera abordé tout à l'heure, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. C'est vrai que quand on est au travail et encore plus chez soi, on a tendance à enchaîner les heures sans les voir vraiment passer et du coup à ne pas se couper, ne même pas se lever. Donc si c'est votre cas, peut-être que de mettre une petite alarme au bout de 2 heures de travail, voilà, ça vous permet de prendre conscience déjà du temps qui est passé et de vous lever, de faire une petite pause. Ensuite, lorsque la journée est terminée, effectivement, éteignez votre ordinateur et votre téléphone professionnel. Alors là aussi, ça peut paraître tout bête comme ça de dire ça, mais parfois, en fait, on éteint l'ordinateur portable. Si on a un téléphone professionnel, on va l'éteindre aussi. Par contre, on a eu la bonne idée de synchroniser ses mails, les groupes WhatsApp et autres sur son téléphone personnel. Et du coup, on n'est pas si déconnecté que ça. Donc, du coup, au moins, à la limite, si vous ne pouvez pas tout éteindre, au moins mettre en silencieux tout ce que vous pouvez,
de manière à ne plus vous reconnecter en fait au travail alors que vous avez terminé votre journée. Alors, dans l'idée de maintenir la communication, c'est maintenir en fait le lien qui soit professionnel pour la continuité de l'activité, mais aussi le lien social. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand on est en télétravail, enfin en fait, ce qu'il faut avoir en tête et garder ça à l'esprit, c'est que du coup, comme on ne se voit pas, ou en tout cas on se voit beaucoup moins, on n'a plus en fait tous les feedbacks en fait qu'on a quand on se voit. Donc, on ne perçoit plus les choses de la même façon. On ne va pas voir la gestuelle de la personne avec qui on parle, on ne va pas voir son intonation, ses petites mimiques, et du coup, on perçoit beaucoup moins en fait les intentions, les sentiments de la personne, la façon dont elle les dit. Enfin voilà, on n'a plus tout ça. Donc forcément, ça va nous demander de communiquer davantage, et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. De la même manière, avec le manager qui n'est plus du coup à proximité, mais à distance, c'est important de communiquer son ressenti sur une surcharge éventuelle de travail, sur une sous-charge peut-être, pour adapter les tâches avec lui, pour définir les priorités peut-être. En tous les cas, il ne faut pas hésiter à en parler avec son manager. Alors, pour parler du management à distance un peu plus précisément, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut garder le contact en fait. Il faut garder le contact d'un point de vue collectif avec son équipe, mais aussi d'un point de vue individuel. En fait, il faut que tout le monde ait le sentiment de garder le lien, de faire partie de l'équipe même à distance. À ceux qui sont en arrêt maladie aussi, il faut les avoir à l'esprit, alors sans les inonder de mails, hein, parce que sinon ils seraient déconnectés, mais de manière informelle, en fait, pouvoir prendre de leurs nouvelles de temps en temps. Déjà, ça fait toujours plaisir, et puis ça les permet, mine de rien, de rester connectés au collectif, en tout cas de travail, de garder le lien social, sans garder le lien pro, garder au moins le lien social. Ensuite, on l'a dit et je le répète, hein, définir des méthodes de travail, définir les priorités, etc. avec le manager, c'est important. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que ce qui peut être parfois compliqué à vivre, en tout cas quand on est en télétravail, c'est de ne pas avoir des demandes claires, en fait. Plus les demandes, plus les attentes seront claires et définies, et moins, en fait, il y aura de difficultés parce que tout le monde saura exactement où il va. C'est le flou, en fait, qui peut engendrer des complications, en fait, que ce soit dans la communication ou dans le travail. Ensuite, respecter, alors ce qu'il faut retenir aussi, hein, je ne vais pas tout évoquer sur la diapo puisque c'est écrit, mais les points qui me semblent essentiels, ce sont ceux-là et ce dernier, respecter le droit à la déconnexion en respectant les plages horaires des collaborateurs. Là aussi, si vous avez défini ou redéfini des plages de disponibilité avec vos collaborateurs, l'idée c'est de les respecter en n'envoyant pas de mails, de messages ou d'appeler le collaborateur en dehors de ces horaires-là. De la même façon, soyez vigilants en fait parce que on peut se dire bon c'est pas grave, effectivement on est en dehors de l'horaire, je vais quand même envoyer un mail et puis il ira demain, il n'y a pas d'urgence. Sauf que s'il est resté connecté, s'il a eu la bonne idée de ne pas éteindre son téléphone portable ou de le synchroniser avec son téléphone portable personnel, et du coup, une fois qu'il a reçu le mail ou l'appel, il va forcément se poser des questions, il va vouloir peut-être y répondre tout de suite à ce mail. Donc, du coup, il est forcément reconnecté au travail. Donc, peut-être privilégier la programmation des envois de mails. Vous faites votre mail si c'est votre moment à vous, vous le faites. Par contre, vous le programmez pour le lendemain aux horaires habituels. Alors, à nouveau, des petits éléments de contexte sur le télétravail, mais pas pour aborder les mêmes choses. Là, c'est plutôt pour avoir une vision à plus ou moins court et long terme sur le télétravail. Hein. Ce télétravail a été mis en œuvre dans un contexte particulier, on l'a vu. Et là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de pouvoir se poser la question et de s'interroger sur le télétravail que l'on souhaite plus tard, sous quelle forme, et savoir aussi si cette organisation du travail répondra aux attentes des salariés qui ont pu le connaître pendant cette période-là.
Donc là, je vais vous inviter à répondre à un sondage, alors plutôt à destination des employeurs, mais si certains salariés connaissent la situation de l'entreprise, vous pouvez également y répondre. Là, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si vous pensez poursuivre et ou développer le télétravail de façon régulière. Alors, pourquoi on se pose cette question? C'est que là, on est dans une période où le retour sur site commence à aussi entrer en vigueur avec les règles adéquates. Donc, ce qu'on s'intéresse à savoir, c'est si, après cette période que l'on a connue, si vous souhaitez poursuivre ce télétravail. Alors, globalement, vous êtes oui, plus de la moitié à vous dire que oui, vous allez poursuivre et ou développer, selon votre situation, le télétravail. Et il y a une grande proportion d'entre vous également qui est en réflexion. Donc, ces interrogations que vous avez nous amènent à vous proposer de mettre en place un retour d'expérience pour définir le télétravail de demain. Alors, ce retour d'expérience, on va le conseiller aussi bien pour les entreprises qui avaient déjà l'expérience du télétravail et pour celles qui l'ont mis en place là à la date du confinement. Ce retour d'expérience, en fait, c'est pour permettre de partir d'un télétravail qui avait une forme structurelle vers un télétravail qui aura une forme, non, d'une organisation contextuelle justement à une organisation structurelle. Donc, pour ce faire, là, vous avez quelques éléments qui vont consister à tout d'abord cadrer et piloter. Donc ça va nécessiter que vous puissiez vous associer d'instances représentatives du personnel, de managers, de proximité notamment, les services informatiques. C'est une fonction qui s'est révélée très importante au moment de la mise en place du télétravail. Il y avait beaucoup de collaborateurs qui n'étaient pas forcément équipés à la date de l'annonce du confinement. Donc, c'est une ressource importante à intégrer dans ce dispositif, et également les ressources humaines. Et ce qui sera important suite à cette expérience, c'est de vous définir vos enjeux du télétravail par rapport au télétravail que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez, avec la mise en place ou la poursuite de ce télétravail, atteindre des objectifs de performance, être plutôt dans un versus social avec la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, ou alors être dans un objectif de santé, par exemple, pour vous permettre de recruter des personnes qui auraient des difficultés de santé, de déplacement, pour vous rendre sur votre site. Et ce qui sera important à ce stade-là, c'est de décrire votre organisation actuelle du télétravail que vous avez pu mettre en œuvre. Cela va nécessiter donc que vous fassiez un état des lieux au moment de l'évaluation et de l'ajustement, un état des lieux des bonnes pratiques, de ce qui a été mis en place comme stratégie, comme moyen de régulation pour les collaborateurs, mais aussi bien par vous, employeurs, pour parfois pallier à des dysfonctionnements. Et ce qui sera aussi important de mettre en évidence, c'est ce qui a moins bien fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné du tout. Alors, pourquoi c'est important de mettre en lumière tous ces éléments-là? Ça va être justement pour identifier ce que vous allez pouvoir conserver, supprimer ou bien améliorer et quels ajustements il sera nécessaire de mettre en œuvre. Et tout ce travail-là vous amènera à élaborer un nouveau modèle de votre télétravail. Et ensuite, vous en serez à votre dernière phase qui consistera à pérenniser et déployer. Et ça rejoint un petit peu la définition et le cadre du télétravail parce que ça nécessitera que votre nouveau modèle soit intégré dans un accord ou dans une charte. Et comme ça, vous pourrez vous projeter et mettre en œuvre le plan d'action pour ce télétravail. Donc, ce REX, il est vraiment à destination de la globalité de votre entreprise. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, il faudra que pour chaque
activité, chaque métier, vous puissiez travailler sur chacune des dimensions que vous voyez sur la diapositive pour permettre d'identifier ce qui sera nécessaire. Donc, selon les activités, le contenu, c'est-à-dire les tâches qui pourront être réalisées en télétravail. Selon les métiers, ce ne seront peut-être pas les mêmes tâches possibles, ou alors il y aura des ajustements à faire. Les lieux de travail que vous allez privilégier, est-ce que ce sera du domicile ou de l'accès à des espaces de coworking? L'articulation des temps de vie. Donc, cela va concerner plus précisément les horaires. Est-ce que vous serez dans un cadre d'horaire plutôt flexible, avec la possibilité d'avoir un temps de travail assuré pour que les salariés puissent concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, par exemple en allant emmener leurs enfants à l'école, en faisant leurs courses à un moment donné parce qu'on sait qu'il y a moins de monde dans les supermarchés. Voilà. Ou alors, est-ce que vous préférez être sur un modèle classique des horaires de travail de bureau habituels? Donc ça, ce sera aussi à intégrer selon vos métiers. Qu'est-ce que vous souhaitez comme horaires a priori? L'équipement et l'usage des outils numériques, donc je le disais tout à l'heure, avec les services informatiques, il serait important de pouvoir définir quels équipements seront nécessaires et d'y mettre en corrélation les formations nécessaires. Beaucoup de salariés se sont retrouvés parfois devant leur outil sans forcément savoir comment se connecter à distance. Bon, là, en étant dans le retour d'expérience, on pourra justement anticiper sur ces aspects-là et proposer des formations aux collaborateurs en ce sens. Le management à distance. Donc, vous avez vu beaucoup d'éléments à ce niveau-là pour travailler sur comment le réaliser. Peut-être que ça nécessitera aussi des formations pour les managers. On voit bien que c'est un nouvel exercice, malgré tout. Et le collectif de travail. Donc là, sera plutôt d'identifier comme en lien avec le management à distance, et quels outils, comment vous pourrez réussir à maintenir le lien et l'inclusion des collectifs de travail lorsqu'ils sont à distance. Alors, on va parler maintenant de la sédentarité parce que, alors on a été plusieurs à en parler, mais travailler sur écran déjà de manière habituelle implique une sédentarité importante parce qu'on travaille le plus souvent assis. Mais le télétravail a accentué ça du fait de l'absence de temps de transport, de circulation dans l'entreprise, quand on va se déplacer voir un collègue pour discuter sur un dossier, quand on va à l'imprimante, voilà, tous ces petits moments-là où on ne se rend pas forcément compte que ça a un impact, mais si. Aussi, le temps assis par jour, là, il commence à devenir long et on sait que la sédentarité comporte des risques pour la santé. Donc, ce qu'on va en tout cas nous recommander, c'est de chercher, alors, dans la mesure du possible, et vous pouvez, là je vais donner des exemples, mais vous pouvez avoir d'autres idées aussi, c'est de recréer du mouvement dans votre journée. Alors par exemple, en bougeant et en marchant à intervalles réguliers, pendant toutes les 30 minutes, vous pouvez peut-être vous mettre un petit rappel et vous vous levez, vous regardez au loin. Vous marchez pendant les appels, on en a parlé tout à l'heure, de changer régulièrement de posture, d'alterner si possible, par exemple, le travail assis et debout. Et puis, bien sûr, là, ça va être vraiment à la fin de la journée, de bouger, que ce soit en allant se balader, en bricolant, en jouant avec ses enfants, et puis de garder une activité physique régulière pour compenser ce manque de déplacement. On va vous donner du coup quelques petits exercices d'étirement. Ce sont des exemples. J'attire juste votre attention parce que du coup, si vous avez des problèmes de santé spécifiques, point de vigilance, je vous invite à consulter votre médecin pour vous assurer que ces exercices sont adaptés. Mais pour le tout venant, ça peut être intéressant. Alors, par exemple, pour le dos en position debout, on va s'étirer en essayant de toucher le plafond. On va tenir cette posture pendant quelques secondes. Pour les épaules, on va lever les épaules pendant quelques secondes, puis après, on va les enrouler plusieurs fois. Pour le cou, on va pencher la tête vers l'avant, sur le côté pendant plusieurs secondes. Là, je le montre rapidement. Les poignets, il ne faut pas hésiter à aussi les étirer. Voilà, il y a plein d'exercices comme ça. Vous aurez de même le PowerPoint qui vous sera envoyé, donc vous pourrez les retrouver. Le télétravail est un défi aussi en ce qui concerne l'alimentation. Je vais vous proposer quelques petits conseils. On va peut-être rappeler à nouveau structurer sa journée, comme ça a été dit précédemment, en conservant un rythme normal des repas,
se tourner vers le fait maison, qui peut être pris comme une petite pause peut-être, privilégier les légumes et fruits de saison légumineuses, s'hydrater, au moins 1,5 litre, si on peut 2 litres, c'est bien, déguster son repas, même à la lumière, ça c'est important, arrêter de manger dès qu'on sent qu'on n'a plus faim, pour ne pas se remplir, et après le travail, aller se balader. Pour favoriser le sommeil, on propose de dîner 2-3 heures avant le coucher, privilégier les sucres lents, c'est pour éviter un peu les fringales de nuit, réduire les protéines, parce que les protéines donnent beaucoup d'énergie, conserver l'équilibre alimentaire avec des légumes, un laitage et un fruit. Alors, puisqu'on a parlé du repas pour favoriser le sommeil, on va tout tenter pour bien dormir. Mais pour ça, il faut avoir un œil sur ce sommeil et savoir pourquoi on dort et qui on est et quel dormeur sommes-t-on. Alors, pourquoi dort-on? On dort, la phrase vient facilement, on dit on dort pour récupérer. Le sommeil occupe 1/3 de notre vie pour une récupération physique, psychologique et intellectuelle. Voilà. À chacun son sommeil. On parle de chronotype ou de typologie. Le chronotype, il définit les caractéristiques individuelles du sommeil, c'est-à-dire couche tard, couche tôt, lève tard, ou grand dormeur, dormeur souple, rigide. Ces tendances sont déterminées génétiquement, on ne choisit pas. Par contre, il faut dormir au bon moment et en quantité suffisante. Ce sont les étapes nécessaires pour réussir et optimiser ses performances. Alors, un petit exemple que vous pouvez vous faire là dans votre tête en nous écoutant. Êtes-vous du soir ou du matin? À quel moment de la journée vous vous sentez le mieux pour travailler? Je suis plutôt en forme à 17 heures, c'est un exemple. La réponse est un exemple. Difficile pour moi de me lever pour être au travail à 8h30. Je suis plutôt un lève-tard. Selon que vous êtes du soir ou du matin, il faut toujours respecter un peu votre nature, c'est-à-dire comment vous allez mener votre vie en fonction de ce typologie de votre sommeil. Mais parfois, et beaucoup de gens, ne sont ni du matin ni du soir. Alors, pourquoi on a compris pourquoi on dormait et pour récupérer, mais comment ça marche en fait? En tout cas, ce qui est sûr, une nuit, c'est une remise en forme chaque nuit. Donc, la nuit est une succession de cycles, 5 à 6, environ de 90 minutes, qui contiennent tous du sommeil léger, lent, profond et du sommeil paradoxal en quantité variable selon l'avancée de la nuit. Chaque cycle se termine par une très brève période d'éveil, souvent inconscient, avant de passer au cycle suivant. Ce qu'il faut retenir en cette période de télétravail, mieux vaut un emploi du temps structuré qui se rapproche des horaires de travail que vous avez habituellement. Il est possible de réduire son temps de travail, mais il n'est pas possible de réduire son besoin de sommeil. Alors, l'importance de la lumière, on l'a déjà beaucoup abordé, au même titre que l'alimentation, un sommeil suffisant et une activité physique régulière, la lumière est aussi importante pour la santé. L'alternance du jour et de la nuit régule notre rythme biologique interne depuis des millions d'années. Ce rythme, il est récurrent, il est ancré dans notre organisme et fait office d'horloge interne. Il régule nos processus biologiques, les harmonise les uns aux autres. Alors, cette diapo représente un peu notre horloge biologique qui est entraînée par la lumière et toutes les activités de notre journée. Et on parle de nos synchroniseurs de notre horloge. Les plus importants étant la lumière et l'activité physique, enfin en tout cas les plus efficaces. Alors, quelques astuces pour prendre soin de son sommeil. Cette horloge biologique est réglée sur 24 heures, est relativement stable et met quelques semaines à être perturbée dans le rythme. Donc quelques astuces. Récupérer du temps de sommeil le week-end avec de longues grasses matinées n'est pas toujours rentable. C'est bien pour une dette de sommeil un peu accumulée. Ah non, mais je suis en plein décalage. Excusez-moi, là, on vient de m'interpeller
dans mon bureau. Donc, excusez-moi, récupérer du temps de sommeil le week-end avec de longues grasses matinées n'est toujours pas rentable, pas plus de 2 heures. Elle est très bien, cette grasse matinée de 2 heures, pour récupérer un peu la dette du sommeil de la semaine. Mais plus de 2 heures, elle n'est pas efficace. Un lever trop tardif, entre autres le dimanche, diminue la pression du sommeil en fin de journée. Il devient difficile le dimanche soir à une heure acceptable et être en forme le lundi matin. Il faut parfois 2 jours pour s'en remettre. Parce que la pression du sommeil, l'envie du sommeil est décalée. Éviter les sieste de fin de journée, si vous avez une sortie prévue, de faire une petite sieste qui va dissoudre votre stress et votre fatigue et vous permettre d'être en forme pour la soirée et de ne pas avoir de problème d'endormissement au retour. Se déconnecter 1 heure à 2 heures avant le coucher, on l'a déjà assez abordé, mais du côté sommeil, l'écran, la lumière en tout cas, inhibe la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone du sommeil. Et puis, le fait de jouer, de télécharger, s'additionne aussi la stimulation et stimule notre cerveau, quoi. Donc, on est très éveillé à ce moment-là et vous ne pourrez pas dormir. Lors d'éveil nocturne, levez-vous, mais surtout, n'allumez pas votre télévision ni votre écran, ça vous empêcherait de vous rendormir. Parce que les cellules rétiniennes vont informer votre cerveau comme quoi ils vont stimuler une partie de votre cerveau et à ce moment-là, vous êtes à nouveau en éveil. Favoriser l'activité physique matinale, si pas le choix, parce que c'est souvent le cas, au moins 2 heures avant le coucher. Alors l'explication, c'est que l'activité physique augmente la température corporelle et pour l'endormissement, il faut une température qui s'annonce baissante, donc d'où les raisons du conseil de l'activité physique matinale. Alors, j'ai parlé de la sieste, et ben pourquoi pas oser la micro-sieste, elle est bénéfique si elle est faite au bon moment et de bonne durée. En moyenne, 20 minutes. Elle est recommandée pour restaurer la vigilance, compenser une dette de sommeil occasionnelle. Elle est assez facile, vous êtes assis, presque, bon, c'est un peu dommage de le faire maintenant, mais fermez les yeux, faire le vide dans sa tête, et si vous avez des clés de voiture, de maison, dans une main, vous les serrez fort, et quand elles tombent, vous vous levez. Ça correspond à un relâchement musculaire et un peu à la première période de l'endormissement lorsque vous allez vous coucher. Ce qui est important dans ce petit topo du sommeil, en tout cas, c'est de connaître, repérer les signaux du sommeil et de les accepter pour aller se coucher. On parle des portes du sommeil qui s'ouvrent, c'est-à-dire bâillements, les idées qui se brouillent, les frissons. On commence à plus bien comprendre les choses. Voilà. Mais il y a aussi des signaux qui doivent attirer votre attention. Je vous les cite un petit peu, mais vous aurez l'occasion d'aller plus loin par des sites qu'on vous propose. Si vous avez du mal à vous endormir, si vous vous réveillez trop tôt, si vous avez des sensations désagréables dans les jambes, vous êtes fatigué le matin, envie de dormir dans la journée, vous luttez pour rester actif, votre sommeil est agité, votre entourage s'inquiète, vous ronflez. Voilà, c'est des signes qu'il ne faut pas trop prendre à la légère. Parfois, la conséquence sur le sommeil est peut-être les petits symptômes d'une pathologie qui est sous-jacente. Voilà. Alors, je tenais à remercier nos différents intervenants, donc nos 6 intervenants qui ont contribué au bon déroulement de ce webinaire. Alors, je vais les inviter à me rejoindre grâce à leur caméra. Si jamais vous avez des questions, alors malheureusement, je ne sais pas s'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'icône Q&R, mais on n'a pas reçu les questions forcément au bon endroit. Si vous avez des questions pour finir ce webinaire, je vous invite à les taper dans le question-réponse, dans le Q&R, et à réception, nous vous apporterons des réponses. Alors simplement, peut-être que je vais
revenir sur une ou deux petites choses qui ont été abordées pendant la session, et il y a eu des réponses apportées, mais au moins qu'elles soient partagées. Alors, on a eu des questions et du coup des réponses sur ce qui concerne la lumière bleue et l'impact des lumières bleues et le type de verre, donc les propositions de traitement de verre anti-lumière bleue. Alors, peut-être qu'on pourra apporter une réponse en image. Alors, je vois que toutes les caméras ne sont pas allumées. Bah, du coup, en fait, c'est vrai qu'il y a eu des questions sur l'impact de la lumière bleue. Il faut savoir que oui, dans les écrans, il y a de la lumière bleue, mais finalement, dans le rapport de l'ANSES, les dispositifs qui contiennent le plus de lumière bleue et qui sont du coup vraiment bien plus toxiques vont être des dispositifs assez particuliers comme les éclairages dans les salles de spectacle ou certains éclairages juste dans les salles d'opération. Donc, nous, pour le travail sur écran, certes, il y a de la lumière bleue, mais dans des quantités quand même très restreintes. On sait que la lumière bleue, et on a beaucoup de LED qui contiennent aujourd'hui de la lumière bleue, fait que ça retarde notamment l'endormissement. Mais a priori, là, il n'y a pas de lien pour le moment direct, alors notamment quand on est adulte et qu'on n'a pas de soucis de santé, entre travailler sur avec un écran avec la lumière bleue et ce qu'on va ressentir. Aujourd'hui, on a quand même des opticiens qui mettent de plus en plus des traitements anti-reflets, anti-lumière bleue, en plus des anti-reflets, etc. Et c'est ce que j'écrivais. En fait, il n'y a pas beaucoup de recul. Moi, je sais que j'ai animé pas mal de sessions. Il y a des gens qui me disent j'ai ça, ah oui, c'est agréable. D'autres qui me disent bah, moi, ça ne m'a rien changé. Donc, en fait, aujourd'hui, les retours d'expérience qu'on a sont très mitigés et il n'y a pas encore de liste en tout cas, il n'y a pas une efficacité avérée. Donc, bon, c'est encore du tout nouveau, on n'a pas assez de recul. Je veux dire, si jamais vous avez le choix, vous pouvez peut-être, en moment de changement de lunettes, pourquoi pas le mettre. Mais après, de là à prendre des lumières avec juste de l'anti-lumière bleue, peut-être si on a des problèmes de santé vraiment particuliers, mais sinon, pour le grand public, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Peut-être juste pour compléter, Julia, sachez en tout cas qu'il y a plusieurs types de teintes en fait pour le filtre à rajouter sur les lunettes. Plus c'est jaune et plus du coup c'est censé être efficace. Par contre, plus c'est jaune et plus il est probable que vous ne vous y adaptiez pas. Du coup. Donc voilà, à tester chez l'opticien. Alors oui, donc j'ai une réponse en direct, je trouve ça efficace. Eh bien, dans ce cas, c'est que si vous les avez et qu'elles vous conviennent, ne changez rien. Parce que voilà, c'est un peu comme tout phénomène, c'est-à-dire que quand tout va bien, on peut ne même pas se poser la question. Quand on a une problématique spécifique, peut-être que c'est ce qu'il vous faut. Pour certains, ça peut peut-être apporter un plus. Effectivement, il n'y a pas de réponse tranchée, bien, pas bien, à systématiser. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Alors là, je voulais juste faire un tout petit point parce que j'ai vu dans les échanges passés, alors pas forcément une question, mais sur une personne qui pouvait rencontrer des difficultés ou même des douleurs articulaires, alors potentiellement, c'est là que c'est un petit peu compliqué, qu'on pourrait attribuer potentiellement au positionnement au travail. Donc c'est peut-être un fait, effectivement. Le fait d'être mal installé, et on le voit encore plus dans ces moments de télétravail où on travaille dans des conditions qui sont un petit peu dégradées, on n'a pas forcément le matériel adéquat, on peut finalement assez rapidement se rendre compte qu'on a des tensions au niveau du cou, des difficultés au niveau des poignets, un ressenti qui n'est pas très agréable, etc. Donc ça, c'est très possible. Donc j'espère que les notions qui vous ont été apportées aujourd'hui vous permettront d'adapter, même avec vos propres outils, vos propres moyens, votre poste de travail. Après, je tiens quand même à nuancer un petit peu ce propos-là parce que on sait que tout ce qui va être douleur ressentie peut être multifactoriel, c'est-à-dire qu'entre déjà les données tout à fait personnelles et propres à chacun, l'âge, le poids, la taille, la condition physique, mais aussi les activités qu'on réalise en dehors, alors qu'elles soient intenses, régulières ou non, peuvent aussi causer un certain nombre de douleurs et donc on ne peut pas forcément toujours relier directement les problématiques rencontrées articulairement au poste de travail. Maintenant, on est aussi là pour vous donner le message et vous donner le maximum de réponses pour que justement votre configuration du poste contribue en moins à des gènes ou à des ressentis qui soient douloureux.
Alors, je termine, je regarde si, là, je ne vois plus de questions. Alors, je vous propose, on a dépassé un petit peu l'heure. Je vous propose, s'il n'y a plus de questions, de laisser vraiment une petite minute hors caméra avec les dernières éventuelles questions que vous vous poseriez, auxquelles nous répondrions via le chat. Et sinon, je vous remercie pour votre participation. Je remercie encore les conférenciers. Et à très bientôt. Avec un petit rappel, notre site internet Efficience Santé au Travail, vous l'aurez dans des slides qui ne sont pas apparus ici, contient un certain nombre d'informations, de fiches pratiques qui peuvent aussi répondre sur le positionnement du travail sur écran, travail à écran portable, enfin, voilà. On a essayé de couvrir le maximum d'éléments pour que vous ayez le maximum d'informations. Il y a aussi d'autres sujets qui vont être abordés. Et bien entendu, si des questions autres se posent, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail. Merci de votre attention et à très bientôt.